France Maghreb 2. L'émission qui vous ressemble et vous rassemble par la même, le Grand Forum. Bonjour tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver jusque 18h sur France Maghreb 2 avec la ravissante Nadia Lazouni. Comment ça va Nadia? Ça va très bien Christophe, merci. Voilà. Bonjour les auditeurs. Donc, bonjour, je te présente et je vous présente monsieur Nadir Kaya. Bonjour Nadir. Bonjour à tous, bonjour. Bienvenue à toi Nadir. Merci à vous pour l'invitation. Alors Nadir, tu te présentes un petit peu aux auditeurs, auditrices, peut-être ceux qui ne te connaissent pas. Tu es de Banlieue Plus, que beaucoup d'auditeurs peut-être ont entendu parler quand même. Banlieue Plus, c'est connu, hein? À ce point-là, je sais pas. Ah ouais, quand même. Nadia, tu connais Banlieue Plus? Bien sûr que je connais Voilà. Banlieue Plus. Donc, Nadia connaît. C'est les maraudes. Tout à fait, ouais. C'est ça, entre autres. Il y a une partie de Voilà. l'association qui est consacrée aux maraudes, tout à fait. Ouais. Alors justement, tiens, alors peut-être en quelques mots, qu'est-ce que Banlieue Plus? Alors Banlieue Plus, c'est une association qui existe depuis un peu plus de 6 ans, qui a Ouais. la prétention de changer les choses en banlieue, notamment en mettant le positif et en créant un réseau suffisamment important pour changer la donne vis-à-vis des politiques et des médias. Parce qu'on nous colle une image qui pour moi n'était pas à l'époque acceptable, notamment par rapport à nos enfants. Et aujourd'hui, je m'aperçois que cette image persiste. Elle existe un peu différemment. Il y a toujours un regard assez négatif sur la banlieue. Et donc, on a créé différentes actions pour mettre en avant des gens qui avaient des compétences dans différents domaines, mais aussi rappeler que la banlieue, c'est aussi de la solidarité, des talents. Et donc, on a créé des maraudes, un pôle maraude, qui régulièrement distribue des repas, des vêtements et en hiver des kits hivernaux pour les plus démunis. On a fait et on continue à faire des rencontres débats sur différentes thématiques qui touchent la société française, mais également la banlieue. D'accord. On fait également un atelier d'écriture depuis 2 ans qui permet à certaines personnes de s'improviser écrivain ou de se perfectionner dans l'écriture, mais également d'approfondir leurs connaissances, leurs compétences dans la littérature. Et on fait toutes sortes d'actions comme du coaching. Voilà, il y a pas mal de choses. J'invite les gens à aller directement sur notre site internet et de voir un peu ce qu'on fait. Le site internet c'est www.banlieuplusfr. Oui. Je perds un peu. C'est ça, Mais .fr, bon, voilà. d'accord. Les gens- www.banlieuplusfr. Allez faire un petit tour, je pense qu'il y a une page Facebook, il y a tout ce qu'il faut aussi. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc allez-y, n'hésitez pas en tout cas. C'est parti sur France Maghreb 2 pour votre LGF, dont voici le sommaire pour aujourd'hui. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Le Premier ministre Édouard Philippe est-il le nouveau Manuel Valls, puisque lors de Rosh Hashanah, Édouard Philippe allié antisionisme et antisémitisme, reprenant ainsi la rhétorique de son prédécesseur. Cinéma, Latifa, le cœur au combat ou l'émouvant portrait de Latifa Ibziaten sur grand écran depuis hier, en plein procès Meurra. Que pensez-vous des combats de cette femme? Invité du LGF, le rappeur français Rimka, qui se produira demain à l'Olympia. Le quiz a gagné vos places pour le concert de l'OMB le 4 novembre prochain au Blanc-Ménil, aux 2 pièces cuisine, un événement Ville des musiques du monde, festival qui fête son 20e anniversaire. Libertad, vous avez la parole, alors prenez-la. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous ce jeudi après-midi avec Nadir Kaya de Banlieue Plus, mais aussi Nadia Lazouni du Nadia Lazouni Show, dont l'émission est en ligne. Oui, elle est en ligne depuis jeudi dernier. Hein. Voilà. C'est Eh oui. sur la médecine chinoise. Ici, le médicament était en nous. Oui, alors tout à l'heure, aucun rapport, mais Nadia Lazouni, dans son avis tranché, va nous parler d'amour. Waouh. Ça fait du bien. Alors vous ne connaissez pas Sois Marina? pas si sûr, sois pas si sûr. Ah ouais? Tu serais surpris. Ah, j'ai hâte, Ouais. j'ai hâte. Vous me confiez tout à l'heure ne pas connaître Marie Laforêt, il y en a un qui connaît, il s'appelle Samir. Salut Samir. Oui, salut à vous, salut à tous. Salut Samir. Salut Samir. Salut, je la connais pas personnellement et c'est vrai que c'est une chanteuse, voilà, qui est pas de ma génération, mais bon, pour autant on peut être d'une génération et écouter des chanteuses de. C'est vrai? T'as raison. Moi, c'est mon cas. Par exemple, là, je découvre Kaltoum depuis quelques mois et j'aime beaucoup. Et je regardais des documentaires et justement, voilà, il s'avère qu'en fait Kaltoum était venu en. Alors ça va plaire à Amar. Hein. Je sais pas s'il appelle toujours Amar l'auditeur. Ouais. Mais ça va plaire à Amar. Il y avait Kaltoum qui était venu pour la première fois en 1967 à l'Olympia et qui avait déclenché vraiment une ferveur et que personne n'avait vu sur Paris. Et il s'avère qu'il y a dans ce documentaire il y a Marie Laforêt qui parle Kaltoum. Et ça dure quelques secondes. Je vous mets juste la vidéo. La vidéo? La chance que j'ai de l'avoir fait assister
Bon, on n'entend pas très bien, on n'entend pas bien, Samir. et le casque ne fonctionne pas. Samir. Ouais, on n'entend pas, c'est ça? Non, c'est pas terrible son téléphone. Alors, en tout cas, je veux dire, alors elle dit qu'en fait, elle a assisté au concert d'Kaltoum et depuis, en fait, elle a jamais vu quelque chose d'aussi bien, quoi. Elle a vraiment, voilà, elle dit, elle le dit avec ses mots, elle dit, j'ai vu des choses, mais j'ai jamais vu une telle ferveur et un concert d'une même qualité que celui d'Kaltoum. Donc ouais. c'est pour dire qu'en France, elle est très appréciée et que voilà, Marie Laforêt, en tout cas, c'est pour moi, voilà, c'est une découverte. J'ai découvert par ce biais-là. Et juste deuxième point, Christophe, concernant en fait ton débat d'aujourd'hui là sur l'antisionisme, en fait l'antisémitisme assimilé à l'antisionisme. Oui, on a l'habitude, ça commence à devenir monnaie courante. Hein. Voilà, il faut savoir juste, je dirais juste cette seule chose. En 2014, Marlène Schiappa, qui fait partie quand même du gouvernement, Oui. a fustigé les propos de Valls il y a 2-3 ans sur ce même glissement. Donc il serait intéressant de savoir ce que pense aujourd'hui Marlène Schiappa sur son Premier ministre qui dit exactement la même chose que Valls. Ouais. Très bien, c'est bien entendu en tout cas. Merci beaucoup Samir. Alors justement, Samir en parlait, Nadia et Nadir, puisque effectivement, c'est donc à l'occasion de Rosh Hashanah, donc le Nouvel An juif, que le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu dans la synagogue parisienne, dans l'une des synagogues parisiennes, où il répondait ainsi à l'invitation du consistoire central. Et devant un parterre de 700 personnes, le Premier ministre a tenu à être présent pour se présenter ses vœux à la communauté juive. Jusque-là, tout va bien. Avant que le grand rabbin de France, d'ailleurs, ne conclue cette cérémonie par la prière pour la République française, le Premier ministre a tenu à en profiter pour livrer sa vision de la laïcité. Au nom d'Emmanuel Macron, le Premier ministre a notamment rappelé la neutralité des pouvoirs publics face aux religions. Ça c'est important, mais lorsque est arrivé le moment justement, le fait de parler donc de cette fameuse phrase et de cette rhétorique que l'on avait tant reproché à Manuel Valls, eh bien il l'a dit effectivement avec ces mots, en donc liant pour combattre en tout cas l'antisémitisme, en liant cette bête féroce donc que serait l'antisionisme avec l'antisémitisme. Donc là on fait un peu de sémantique, Nadir. Est-ce que toi d'abord, en tant qu'individu, ça te choque d'entendre ça de la part de ton Premier ministre? Non. Aujourd'hui, il y a plus beaucoup de choses qui peuvent me choquer. C'est des mots et des messages qu'on peut comprendre et qui visent toujours les mêmes personnes. Donc de leur part, non, ils font le jeu des personnes qui les entourent, des lobbies qui sont assez dominants. Donc il n'y a rien de choquant pour moi, c'est une continuité par rapport aux hommes politiques et par rapport au fait de toujours chercher à vouloir rassurer d'une part certaines personnes et d'autre part à vouloir continuer à stigmatiser d'autres citoyens. Nadia ? Oui, en fait, voilà, c'est ça. Il n'y a aucune rupture finalement avec le discours qui était servi par Manuel Valls. Et puis, je pense que c'est aussi un discours qui cherche à les déculpabiliser. Et ils essaient de se soustraire de leurs responsabilités. On leur rappelle que le génocide de la population juive a eu lieu sur le territoire français et européen, et pas dans un autre territoire, sur un autre territoire. Donc, c'est un moyen de jeter la responsabilité et de se laver les mains. Alors, il a pas dit que ça, évidemment. Il a rappelé que il ne comptait pas interdire le port de signes religieux dans l'espace public. Il a rappelé aussi que aucun porteur de kippa n'a jamais menacé l'ordre public et qu'aucun étudiant ne devrait avoir à choisir entre sa foi et son avenir universitaire, indiqué donc le Premier ministre, assurant qu'il ne voyait pas, par exemple, ce qui empêche de faire en sorte que le calendrier des examens permette à un lycéen, un étudiant, de vivre sa foi tout en poursuivant ses études, notamment au moment du Shabbat. Voilà ce que précise donc Édouard Philippe. Pour le coup, ça c'est absolument pas laïque. Bah oui, c'est la question que j'allais vous poser. Je veux dire, on parle de laïcité à outrance de la part du gouvernement et des politiques, peut-être à juste raison, mais pour le coup, ils sont les premiers, en tout cas, à essayer de franchir cette barrière. Nadir, je sais pas ce que t'en penses. Non, mais comme je disais tout à l'heure, moi, il n'y a plus rien qui me choque de leur part. Aujourd'hui, il y a un jeu qui consiste politiquement à s'en prendre à une certaine communauté qui est celle des banlieues et plus précisément des citoyens de confession musulmane. Donc voilà, donc c'est des gens qui continuent à tenir ces propos-là parce qu'en face aussi,
on a aussi, quand je dis on a une part de responsabilité parce que je suis confession musulmane, donc je me sens un peu visé par ce qui se dit, mais je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Ouais. On a l'habitude de ce discours-là, donc on sait que nous, on est relégués à la 2e division, qu'on est des sous-citoyens, et qu'en tant que musulmans, on ne doit pas trop parler, et s'exprimer et réagir. Mais de leur part, non, il n'y a rien qui me choque. Moi, ce qui me choque, entre guillemets, le paradoxe, toujours, c'est que la France n'avance pas dans ce domaine-là. C'est qu'on continue à diviser les Français par rapport à ce qu'ils sont ou ce qu'ils peuvent représenter, et qu'aujourd'hui, si le gouvernement avait vraiment cette volonté d'aller au bout de leurs propos quand ils disaient qu'ils allaient faire différemment, autrement par rapport au vieux système politique, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est une continuité. Mais on est d'accord que l'antisionisme n'est vraiment aucun rapport avec l'antisémitisme. L'antisionisme, c'est combattre une idéologie politique, quoi. Et d'ailleurs, de nombreux juifs et juifs sont antisionistes aussi. Oui, mais je pense qu'ils préparent quelque chose. Quand ils disent ça, je pense que ils vont bientôt essayer d'interdire le fait que des gens peuvent se sentir antisionistes. Donc je pense que quand on fait ça politiquement, ça, il y a toujours des cas d'ailleurs. Il y a toujours des après, quoi. Après, comme quelque chose. Effectivement, la kippa n'a jamais menacé l'ordre public autant que le voile ou d'autres signes religieux. C'est bien aussi de compléter le discours de ce monsieur qui divise, qui clive la population française une fois de plus. Donc, quoi qu'il en soit, il a aussi, ça va intéresser aussi les musulmans, puisqu'il a rappelé, devant donc ce parterre de 700 personnes, il a rappelé sur l'abattage rituel qu'il ne sera pas remis en cause à Sur-Tille. Voilà, ça, donc pour l'abattage rituel, vous savez qu'il y avait des théories qui couraient, comme quoi ça pourrait changer, etc. Il a rassuré tout le monde en tout cas, que ça ne changerait pas. Et on peut remercier la communauté juive pour ça. Oui, pour le coup, oui. Qui s'est vraiment constitué en lobby et qui a exercé une pression justement sur le gouvernement pour pas aller jusqu'au bout de cette interdiction de l'abattage rituel. Vous voulez la dire ? Non, parce que ça rapporte tellement d'argent que je pense qu'ils veulent pas rentrer dans ce conflit-là aussi. C'est pas simplement pour les beaux yeux de la communauté musulmane ou de leurs représentants. Je pense que c'est simplement que concrètement c'est un business qui rapporte, donc ça rapporte aussi à l'État, ça rapporte à beaucoup. Donc c'est surtout, je pense, dans cette optique-là qu'ils veulent pas rentrer dans le conflit. En tout cas, il y a eu un communiqué de l'Union des Juifs pour la paix qui dénonce les propos de Édouard Philippe, et ils disent que Édouard Philippe, au travers de ses propos, tente de monter les Juifs contre les musulmans et d'absoudre par son silence l'extrême droite. Ça, c'est l'Union des Juifs pour la paix qui réunit, qui réagissent bien sûr. Alors, c'est évidemment aucun lien, mais effectivement, juste pour revenir quelques jours en arrière, avec cette tendance médiatique qui, vous l'avez peut-être constaté comme nous, à Las Vegas, cette tuerie inqualifiable, qui a fait quand même de nombreux morts, plus d'une soixantaine, de plus de 500 blessés. Enfin, c'est une véritable catastrophe. Et les États-Unis, le FBI, qui a dit depuis le début d'ailleurs, nous n'avons pas trouvé de lien avec une entreprise terroriste. Qu'ont fait les médias français ici? BFM TV et consorts. Ils ont établi le lien. Ils ont établi le lien parce qu'il le fallait. Daesh a revendiqué. Alors, mais en fait, aujourd'hui, la question, c'est Daesh est-il opportuniste au point de revendiquer tout ce qui se fait dans le monde? La preuve que oui, visiblement. Et les États-Unis, qui quand même, qui ont connu quand même les attentats du 2001, du 11 septembre, etc., auraient pu aussi dire, voilà, c'est une entreprise terroriste. Non, ils ne l'ont pas fait. Comment vous expliquez aujourd'hui que, on soit finalement à une exception française dans ce domaine? C'est-à-dire, tu commences? C'est gentil. C'est pas évident. L'international, c'est assez complexe. Déjà qu'on a du mal en France avec nos politiques, alors au-delà de nos frontières, c'est parfois encore plus compliqué. Non, je pense que déjà les Américains malheureusement sont habitués à ce genre d'actes violents. Après, c'est vrai que c'est étonnant aujourd'hui d'entendre le FBI se retenir et ne pas tout de suite nommer qui est responsable. D'un côté, c'est pas plus mal. Ça me rappelle un petit peu aussi la presse anglaise et les politiques anglais qui sont très prudents dans ça. C'est vrai qu'en France, les médias français nous ont habitués à tout de suite porter des accusations, qui sont souvent dirigées vers la communauté musulmane ou tout ce qui peut faire penser à des musulmans ou à des extrémistes musulmans. Donc moi je dis que c'est bien, il faut de la retenue aujourd'hui.
Après, est-ce que le FBI fait ça de façon honnête? Je pense pas trop, hein, parce qu'il y a quand même un contentieux. Le FBI, la CIA, c'est quand même des antennes américaines et qui sont à l'image du pouvoir américain. Donc c'est des gens qui sont très forts en communication. C'est des gens qui ont l'habitude de manipuler l'opinion publique. Donc aujourd'hui, dire ça, bon, c'est pas plus mal, mais je pense pas que ça va changer les choses en France, notamment par rapport à ce qui peut se passer en France et à l'étranger quand il y a ce genre d'événements, malheureusement. Mais Nadia, comment on explique quand même que les médias s'acharnent vraiment de manière constante? D'ailleurs, faisant même référence à ce qui s'est passé à Marseille, ce drame, donc ces deux filles qui ont été égorgées pour l'une d'entre elles et coup de couteau pour l'autre. Mais qu'il en soit, les médias ont fait très vite le lien avec Daesh, avec une entreprise terroriste, parlant d'un attentat. Ça en est un, certes, mais est-ce que c'est un attentat terroriste? Je rappelle quand même, à juste titre, que les copains de cet individu donc qui a été tué donc par la police, ses copains en Tunisie parlent de quelqu'un qui était un consommateur assidu de drogue, qui était un petit peu explosé dans sa tête, quoi. Comme celui qui a fomenté aussi l'attentat, on se souvient à Nice. Enfin, comme beaucoup de profils, hein, effectivement, n'était absolument pas affilié à Daesh, qui avait aussi un passé. Pourquoi cette volonté? En fait, la question est pourquoi cette volonté de vouloir faire peur à la population? Tu parlais effectivement d'exception française. Je veux dire, la France cultive un petit peu justement cette exception. On le sait avec la laïcité. Hein. La laïcité, c'est un concept purement français. Aujourd'hui, même un instrument d'exclusion. Et finalement, ça sert une fois de plus cet amalgame entre islam et terrorisme. Et je pense que l'on veut effectivement, il y a une volonté sans vouloir tomber une fois de plus dans la victimisation, mais bon, faut reconnaître les choses. Il y a cette volonté de semer cette confusion entre l'islam et une compréhension qui serait complètement radicale, voire même étrangère au texte divin. Donc c'est aussi de créer tout le temps cette menace, tu vois, cet ennemi de l'intérieur. Avant c'était le communiste, aujourd'hui c'est le musulman. Donc c'est un peu l'histoire qui se répète finalement. Pourquoi, Nadir, selon toi, il y a cette volonté justement de faire peur? Parce que c'est ça en fait, c'est de faire peur à la population. La France lambda qui regarde le journal de 20h entend parler quasiment tous les soirs d'attentats terroristes, de Daesh, et liant ça évidemment à l'islam. Il faut comprendre peut-être qu'à un moment il y a des gens qui n'ont pas peut-être le temps, ni la chance, ni peut-être l'opportunité de lire et de s'informer, et qui peuvent avoir des préjugés. Voilà, et c'est là où commence, j'allais dire, au travers de l'ignorance, peut-être le rejet de l'autre. Alors, comment expliquer des fois l'inexplicable, même si on a des éléments de piste? C'est assez compliqué parce que bon, on sait que ça se vend, on le voit à travers la presse aussi aujourd'hui, qui fait souvent des unes comme ça pour alimenter les discours anxiogènes. Bon, ça se vend. Mais moi, ce qui me désole, c'est vis-à-vis des journalistes, quoi, de leur éthique, parce que c'est souvent des gens qui se prétendent être objectifs, qui pour certains se disent neutres. Et moi, ce qui me désole, c'est qu'il n'y a plus un vrai travail d'investigation, quoi. Aujourd'hui, on lance des titres, des noms, des accusations un peu partout. Ça alimente la peur, ça alimente la division entre Français, alors qu'il y a un vrai problème en France déjà au niveau économique, au niveau social. Il y a un précédent, il y a un historique aussi. C'est peut-être pour le cacher d'ailleurs, hein. Ouais, c'est possible aussi que ça soit aussi vicieux que ça, mais moi c'est surtout les journalistes, quoi. Aujourd'hui, on a des journalistes qui sont pas capables de faire un vrai travail d'investigation, de revenir une semaine plus tard ou 15 jours plus tard nous dire voilà, excusez-nous, on s'est trompé, c'était un délinquant comme un autre, c'était pas du terrorisme, ou alors d'approfondir, oui, c'est du terrorisme parce que cette personne a fait comme ça, elle a cheminé de cette façon-là. Voilà. Aujourd'hui, c'est du travail qui est mâché, quoi. Mais c'est aussi à l'image de la société française, parce qu'on n'a pas le temps on consomme, on passe à autre chose et on n'a pas le temps de réfléchir, se poser et de réfléchir à trouver des solutions. C'est vrai que maintenant tu veux de l'information, tu te mets sur la 15 ou la 16, BFM TV, LCI, CNews, tu l'as tout de suite l'information. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu changé par rapport à notre époque. Je me souviens avoir interpellé des journalistes d'LCI, Télé, BFM qui avaient le même discours, qui avaient dit que eux-mêmes étaient pressés par leur rédaction, donc ils apportaient les sujets, il y avait des commandes, ils venaient avec le sujet, ils posaient, puis ils passaient à autre chose, parce que l'information elle est tellement importante, elle change très rapidement et c'est du fast-food, quoi. Très intéressant. Nadia, justement, peut-être tu es consommatrice un peu comme beaucoup de ces chaînes d'infos, parce que manque de temps, hop, t'arrives à la maison, tu regardes vite fait les infos. Et est-ce que c'est intéressant ce que dit Nadia, parce que aujourd'hui finalement il y a une information qui est reprise par une chaîne
et l'autre chaîne va la traiter de la même manière. Il n'y a pas de spécificité, je veux dire, dans les rédactions. Alors dans la presse écrite, oui, évidemment, grâce, par exemple, je pense à Mediapart, comme ça, spontanément, qui ont une autre lecture de l'information et qui nous proposent des analyses beaucoup plus complètes. Mais pour ce qui est de la chaîne d'info, j'allais dire, l'info, la toute chaude qu'on doit traiter, il n'y a pas de spécificité, elle est traitée de la même manière. Ouais. En fait, c'est la recherche du sensationnel, et puis aussi, il y a des études qui montrent que les lecteurs, les auditeurs, enfin peu importe ceux qui reçoivent l'information, sont beaucoup plus friands des faits divers, des faits dramatiques. Donc on est coupable alors en fait finalement. Oui, en consommer du buzz. Je pense le que buzz. c'est ça, l'offre. On a une part de responsabilité. La demande Tout à fait. sert l'offre aussi. C'est un petit peu à l'image des émissions un peu débiles qu'on peut voir à la télé, ça marche, donc forcément les chaînes le remettent parce que ça rapporte de l'argent, tout est une question d'argent bien entendu. Et la culture, il y a bien longtemps que ça ne rapporte plus à la télé quoi. Et moi je ferai un parallèle avec un petit peu toutes les sandwicheries, tout ce qui existe dans nos quartiers, dans nos banlieues. Ouais. C'est du fast-food quoi. Hein. Mal copié pour le coup. On est habitué à ça parce que c'est pas cher, parce que ça nous arrange vu le train de vie qu'on a tous. Mais voilà, on sait qu'à un moment donné, on va le payer. Ouais. En tout cas, c'est très intéressant tout ça de voir qu'aujourd'hui il y a quand même quelques problématiques. Alors on n'est pas là non plus qu'à dénoncer, j'allais dire gratuitement. On peut aussi constater les choses. Je voulais quand même vous signaler parce que pour le coup, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais je trouve parmi les journalistes quand même qu'il y en a quelques-uns qui se distinguent, à l'image d'Élise Lucet, qui a repris d'ailleurs Envoyé spécial et qui va proposer ce soir, et je vous recommande ce reportage pour en avoir vu un extrait, ça va faire très mal. C'est un reportage sur le scandale Levothyrox, ce médicament, vous savez, pour soigner la thyroïde, et ce médicament dont la formule a été changée, qui a occasionné d'ailleurs un certain nombre d'effets secondaires très importants, violents. Vous en avez violents, absolument. Et on a réinjecté finalement l'ancienne formule, mais très peu, parce que je peux vous dire que je suis un peu le sujet. Quasiment lundi soir, il n'y en avait quasiment plus dans les pharmacies françaises. Les gens sont obligés d'aller acheter l'ancienne formule dans les pays européens. Là encore une fois, à l'exception française, parce que on est quasiment le seul pays à avoir adopté donc cette formule du Levothyrox. Et donc un reportage ce soir va vous être proposé sur Envoyé spécial de Élise Lucet, qui pour le coup est une très bonne journaliste, parce que lorsqu'on regarde Élise Lucet, Nadia, je sais pas, vous êtes d'accord, elle apporte des chiffres, c'est concret, c'est du journalisme quoi, comme on l'aime finalement. Ouais, c'est sourcé et voilà. Comme tu disais, c'est de l'investigation. C'est ça. Et elle s'en prend des fois pas mal dans la tronche, la pauvre. Hein. Mais ouais, bon. parce que je pense qu'elle dérange. D'une part, les sujets qu'elle traite, ils sont toujours délicats, et en même temps, la façon dont elle les traite, la façon dont elle va chercher le détail et un peu la complication là-dedans fait que le résultat de son émission, c'est super intéressant pour les gens qui aiment découvrir un petit peu ce qu'il y a derrière la vitrine, quoi. Ouais. Donc ce soir sur France 2, dans Envoyé spécial, ce reportage donc sur le scandale Levothyrox à regarder. D'ailleurs, il y a une perquisition, je crois, il y a 2 jours au laboratoire qui fabrique le Levothyrox en France. Ça n'ira pas plus loin à mon avis. Ça n'ira pas plus loin à mon avis non plus. Sachant que la ministre de la Santé a quand même mis beaucoup de temps avant de réagir, hein. Beaucoup de temps. Allez, dans un instant, on va parler un peu d'amour. Tiens, ça va faire du bien. De l'amour qu'on peut lier peut-être à notre deuxième débat de Latifa Ebziaten, qui d'ailleurs, coïncidence ou pas d'ailleurs, a sorti son film hier, sorti le film sur Latifa Ebziaten. C'est pas elle qui est évidemment à l'origine de ce film, mais ce sont 2 journalistes deux auteurs qui ont suivi cette femme pendant ces 5 ans. 5 ans de tristesse, de parcours, de distinction aussi. Donc ce film qui arrive en plein procès Mera, vous savez, qui a débuté lundi dernier. On va essayer de vous demander un petit peu ce que vous pensez du combat, du parcours de cette dame, qui a été très critiquée, parfois même violemment, par sa propre communauté, alors qu'elle vit quand même, elle a vécu et elle vit toujours cette épreuve difficile, que de perdre un fils, c'est toujours douloureux. On l'accuse parfois d'avoir dû cautionner, j'allais dire, certaines rencontres, voire certaines visites. Voilà. On pourra se poser la question dans un instant, bien sûr, avec vous, au 01 40 33 9000. C'est le grand forum avec Nadia Kaya qui est avec nous, et Nadia Lazouni. Alors tiens, on m'a dit un truc. Il faut que je te dise. Vas-y. Il paraît que dans les années, il y a pas mal de temps, il y avait une série en Algérie dont le commissaire s'appelait Lazouni. Et ce fameux commissaire était là pour éduquer les Algériens au code de la route. C'est vrai. Et ben oui, parce qu'à chaque fois, quand je vais en Algérie, je peux être sûre de tomber sur un agent d'escale qui va me dire en regardant mon passeport, ah mais tu es de la famille du commissaire Lazouni, ou pareil quand je vais au consulat, j'ai le droit effectivement. Ouais. J'espère que tu dis oui.
Non, je dis non, mais Non, parce qu'il a mal fait son boulot, parce qu'en matière de code de la route, quand même, en Algérie, il y a quand même pas mal de boulot. Il est super populaire. c'est une Ça t'ouvre les portes, c'est une de dire que catastrophe. t'es de sa famille, donc, non. C'est bon à savoir. C'est bon. Pour avoir un passeport un peu plus rapidement. Ouais, pour, d'ailleurs, et tu sais que d'ailleurs, faut que j'aille chercher mon passeport, Christophe. Tu te souviens de ma alors, fameuse chronique? Nadir, Hein je vais le récupérer le 1er juillet. Ça date de 6 mois, je crois, non? Je sais pas. Il faudrait faire une émission sur En l'Algérie. juin, mais j'ai fait une petite chronique sur mon passeport. En C'est juin, l'histoire je suis allée fantastique, déposer mon dossier. Ok. Ça a été plutôt rapide, tu te souviens? Au bout de 2 heures, je t'ai dit que j'étais sortie, c'était nickel. On m'a dit au 1er juillet, vous récupérez votre passeport et il y a le suivi maintenant en ligne. Ouais. Et donc il est toujours, voilà, c'est ça. Il est toujours en cours d'acheminement et en tout cas, voilà, on est en octobre. Il est arrivé? Non, bah écoute, j'étais censée recevoir un mail, je n'ai pas eu de mail, mais j'imagine qu'il est arrivé. Ah, donc tu supposes? Je suppose. C'est peut-être pas encore sûr. Voilà, il a peut-être loupé le vol à Air Algérie, c'est on ça. sait jamais. Ouais. Donc, j'irai le récupérer. J'essaierai. Faudrait que j'y aille un week-end le récupérer. Et justement, dans le zapping, on va parler de l'Algérie parce que le 5 octobre 88, c'est quand même une date marquante pour l'Algérie. À tout de suite. À tout de suite. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 avec Nadia Lazouni et avec Nadir Kaya qui sont avec nous aujourd'hui jusqu'à 18h bien sûr. Je rappelle qu'à tout à l'heure à 17h30, en guise de clin d'œil, on aura notre ami Rimka, Yes. le rappeur français qui se produira demain pour son Olympia à lui tout seul. Ça c'est bien quand même, hein. Une salle mythique à la veille de ses 40 ans, parce que je rappelle quand même que Rimka va avoir 40 ans en 2018. Voilà. Eh oui, ça nous rajeunit pas. En même temps, c'est de la même génération que la mienne, que moi, quoi, finalement. Hein, c'est du bon. On a quand même sorti du lourd de cette belle génération, vous trouvez pas, non? Les 40 ans, là. C'est la belle époque. Ah, Ouais, c'est la belle époque. Voilà. Ouais. C'était L'âge du d'or. rap, Ils appellent ça l'âge d'or. Voilà, c'est ça. Les rappeurs étaient encore polis à cette époque. On est, ça dépend lesquels, Enfin, hein. ça dépend lesquels. En tout cas, les rappeurs que moi j'écoutais plus jeune, Je c'était pense du qu'il y avait rap. plus de respect, ouais. Voilà, Ouais. tu vois, Alliance Pauline, Ethnique, ouais. 113, c'était un peu plus funky. Ouais. D'ailleurs, le son du 113, c'était du rap funk. Après, tout ce qui est assassin, NTM, c'est peut-être Ouais, et un peu encore, moins. il y avait aussi, c'était un Ouais, peu du mais rap c'était du conscient, militantisme. un peu, Ah oui, non, moi ouais. j'aimais bien parce qu'il y avait du son, il y avait voilà. Mais c'était aussi des militants à leur façon. Ouais. Ah, ça, c'est sûr que ça change de Comparé Booba, quoi. aujourd'hui, Ouais. 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 Il y a des choses à dire et des émissions à faire éventuellement. Ou des aussi. rappeurs qui se font des tie and dye et des brushing. Ouais. Ah ouais? Bah oui. Ah ouais? Bah oui. là Je vais là. pas les citer une fois de plus. Non, sinon, non. j'ai un problème contre eux. Ouais. Ou des couleurs, non? Bon. Mais c'est ça. Alors, on va passer maintenant, on va parler un petit peu d'amour parce qu'il faut bien quand même rêver un peu. Mais quoique, je sais pas, apparemment. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on va rêver finalement. Je vous fais une surprise. Bon, Ah. t'es prête? Ok. Allez, on y va, jingle à 8 tranchés. 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, oui, n'essaye pas d'influencer Nadia, ma chère Nadia, quant à la réaction de ton avis tranché, je sais pas. Allez, on parle d'amour maintenant. Ok, ben oui, je vais vous parler d'amour. Ah là là, l'amour, c'est beau, c'est grandiose, ça élève, ça transporte. Non, je déconne. Tu atterris aussi vite que tu as décollé. En général, tu voyages en charter. L'amour, c'est moche, ça rend minable et vulnérable. L'amour, ça fait mal. Et ce n'est pas pour rien si l'on tombe amoureux. On était prévenu. L'amour, ça présage la chute au cœur d'un champ de bataille. Car quand tu aimes, tu te prépares à la guerre, où tous les coups sont permis. Chantage, intimidation et humiliation pour les plus pervers. L'amour, c'est un jeu auquel tu perds. À donner ton amour, tu perds ton amour propre. Tu rêves du coup de foudre? Eh bien, tu vas te les prendre, les coups. Et la foudre laissera ton corps consumé, calciné par la flamme de l'amour. Un incendie ravageur dont tu sortiras estropié. L'amour, c'est comme avoir des papillons dans l'estomac, disent les Anglais. J'aurais dit des couleuvres. Ah, c'est sûr, c'est pas ton cœur qui vibre. C'est tes intestins qui frémissent, prêts à laisser échapper la bile de l'amour. Mais non, l'amour c'est beau, c'est fort, c'est une expérience unique. Ah bon? Et c'est moi qui suis cynique? Vous êtes aussi crédible que des arracheurs de dents. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un empan. L'amour, c'est la haine. Je préfère l'ange de la mort à ce satané Cupidon qui a décoché cette pute de flèche et meurtri ton cœur. Ce n'est pas de Prévert qu'on aurait dû apprendre les vers, c'est de Machiavel qu'il aurait fallu apprendre les règles. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, eh bien fuis donc. Prends vite les voiles avant de t'enliser dans le marécage de l'amour et offre de l'amour à ceux qui le méritent, toi-même, les pauvres, les orphelins et ton chat. L'amour, ça fait mal, hein. L'amour, ça fait mal. L'amour, ça fait mal. Mais Nadia, qu'est-ce qui t'arrive? Ah bah j'étais d'humeur gay aujourd'hui. Non mais Nadia, il faut qu'on parle là, toi et moi.
Ouais, non, mais bon. Non, mais c'est beau d'aimer, Nadia. Qu'est-ce qui se passe là? Non, tu sais, en ce moment, j'entends des histoires, mais sordides. On sent la blessure quand même. Non, mais Ouais. pas forcément de moi, en fait. Tu vois, je suis c'est un pas peu du comme vécu, une ça éponge. Non. Non, sûr. Je suis un hein. peu comme une éponge et voilà, j'entends beaucoup d'histoires tristounettes et je me suis dit, mais en fait, ça donne pas envie d'aimer tout ça. Bah, J'ai écoute, été inspirée. on risque peut-être de te faire changer d'avis. Moi, ça fait 16 ans que je suis marié et j'ai toujours autant d'amour pour mon épouse. C'est beau. Bah oui. Ouais. Mais ça existe. Donc ça veut dire que ça existe. Ouais, tiens, les auditeurs, si vous n'êtes pas d'accord avec ça ou vous voulez nous proposer Voilà. une version beaucoup plus romancée de l'amour, décrochez vos téléphones. Exactement. Hein 01 40 33 9000. Si vous êtes pas d'accord ou d'accord avec Nadia Lazouni, bah n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nadia, tiens, est-ce que t'es d'accord avec un petit peu le tableau très sombre de l'amour de Non. Nadia Lazouni? D'accord, oui, sur certaines choses. L'amour, pour moi, c'est assez compliqué à expliquer. C'est tout ce qui est en lien avec le cœur. C'est compliqué parce que entre ce qu'on ressent et ce qu'on exprime, il y a souvent un décalage. Ça peut être conflictuel, mais bon, après, l'amour, c'est vrai que ça peut atteindre des sommets. Donc à partir de là, je pense que chacun a son expérience. Après, on a tous un petit peu, on est un peu rêveur. Mais bon, qu'est-ce que c'est que l'amour? Il faudra Pourtant, se poser et c'est la une question. idéaliste qui vous parle, là. Ouais. Non mais Hein Nadia, pour rêver un peu dans la vie, non, ça fait du bien de s'évader. Ouais, Il faut de l'amour. Après, il y a plusieurs. Je pense qu'il y a plusieurs degrés ou plusieurs types d'amour. Après, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de toxicité dans les relations amoureuses. Je vois beaucoup plus, voilà, une relation assez malsaine où on essaie de dominer, d'avoir un ascendant sur l'autre. C'est compliqué, plus ce qui ouais, ressort parce en tout que- cas des expériences autour de moi. c'est toujours. Ouais. Ouais. En tout cas, là où t'as raison, c'est que il y a qu'un pas très mince entre l'amour et la haine. Ah, l'amour, Parce c'est la que- haine. On peut s'aimer, mais alors à la folie, pendant de nombreuses années, etc. Lorsqu'il y a séparation ou conflit ou tromperie ou trahison, eh bien là, c'est tout de suite le sentiment de haine qui va dominer. C'est particulier quand même. Qui peut être aussi fort. Ouais, et alors Ouais, que ouais. normalement l'amour, on est censé peut-être comprendre l'autre plus que n'importe qui, essayer peut-être de pardonner ou peut-être de trouver des explications. Je pense que vraiment quand il y a un problème dans un couple, que ce soit une tromperie ou quoi au caisse, c'est vraiment pas la faute que de l'un. Je pense que c'est la faute des deux. Je veux dire, voilà, un couple c'est un couple, donc il y a des fautes des deux à mon avis. Non, je sais pas. Non, pas nécessairement. Ah bon, tu trouves Non, toi? non, je pense que Moi je non, me mêle, il y a- moi je me mêle plus. En tout cas, je suis pas mêlé et je m'en mêlerai jamais de problèmes de couple, jamais. Ouais, non, mais Ça pue, ça, hein. non, je pense qu'on peut imputer parfois la responsabilité à un seul des partenaires, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a une expérience passée assez douloureuse et donc qui fait subir à l'autre un petit peu ses blessures du passé. Donc non, je pense qu'il peut vraiment y avoir une victime et un bourreau. Bon. Ouais. Bah écoutez, un tableau sombre donc de Nadia. Bon. Je vous écrirai J'espère quelque chose de plus gai. Non mais j'espère que dans 10 ans que tu nous offriras. Même pas dans 10 ans, c'est parce qu'il pleut et puis demain, je sais pas s'il y a des petites éclaircies. Demain s'il y a du la soleil, calmie. peut-être que Ouais, ça je vous changera. écrirai un. D'accord, Ouais, voilà, ok. c'est ça. Pour la semaine On va se prochaine. consoler. D'accord, Promis, très bien. je dirai le contraire de ce que je viens Tu m'as d'écrire. pas dit d'ailleurs quand est-ce que tu venais. Et ben, je t'enverrai un WhatsApp. Très bien. Bon, alors, tu vois qu'on parle de tout dans cette émission, Nadia, parce que cette Non, mais émission, c'est le grand ça qui est forum, c'est intéressant. l'émission, c'est la vie. Voilà. Voilà, il C'est faut l'émission parler de qui tout. vous ressemble et qui vous rassemble. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça. Alors justement, d'ailleurs, sans aucune transition, non, pas dire trahison, transition, on va passer maintenant au zapping. Et dans ce zapping, évidemment, c'est une date qui en Algérie a changé le cours de l'histoire. Les conséquences des émeutes qui ont éclaté ce fameux 5 octobre 1988 furent considérables. Le détonateur ou l'étincelle, comme on préfère, fut donc ce 5 octobre 1988 lorsque des jeunes sont sortis manifester, crier leur ras-le-bol des pénuries, du FLN, de la Agra, et que l'armée du peuple est sortie de ses casernes pour tirer traîtreusement sur le peuple avec un bilan très lourd. Écoutez un extrait de ce reportage qui revient sur ces événements qui d'ailleurs était peut-être le premier printemps arabe. Ça s'est passé en Algérie un 5 octobre 88. Les jeunes déferlent dans la rue. Un quart de siècle après l'indépendance, le pouvoir vacille. Octobre 88 sonne le début de la tragédie. Le président Chedli Benjedid, dépassé par les événements, appelle au secours l'armée, qui tire dans la foule. Près de 500 morts. Caricaturiste dans la presse, Ali Dilem
est un enfant d'octobre 88. Il n'y avait pas de liberté de temps, où là, on ne descendait pas. Le Tarwa, on ne pouvait pas s'imaginer, 24 heures après, on se rendrait dans les rues, Saadi Sarraq al-Maliya, ou la Chadli Ahmar, ou la Wahad Zouj Tlata Chadli Shmata, ou la. Images volées, caméras cachées. C'est la pagaille dans la rue et à tous les étages du pouvoir. Certains clans du FLN, hostiles à Chadli, ont visiblement incité les manifestants à descendre dans la rue. Mais en quelques jours, la révolte a débordé tout le monde. Ils font rire les gens d'aujourd'hui, même les écrits d'aujourd'hui, même tous ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, c'est-à-dire qui, à l'époque, en 88, étaient en âge de parler, et qui n'ont rien dit, qui ont attendu qu'il y ait des membres qui descendent dans les rues, se faire tirer dessus. Ben, aujourd'hui, l'Algérie, tous les Algériens se sont découverts démocrates le 6 octobre, hein, parce que le Tarwa ma démocrate de plus de 25 ans ou là de 30 ans dans la rue. Hein. J'ai vu que des gamins. Précédé par de grandes grèves ouvrières, octobre 88 sonne comme un acte d'accusation. Qu'avez-vous fait de ce pays? Disent ces jeunes qui s'attaquent en priorité aux bâtiments du pouvoir. Il y avait beaucoup de rage. Il y avait beaucoup de rage contre le pouvoir, parce qu'il faut dire que le pouvoir représentait le déni de liberté à tout un peuple. Mustafa Brahimi est alors très actif à l'université d'Alger. Au bout de quelques jours, les islamistes comme lui, qui militent dans la clandestinité depuis des années, tentent de s'approprier les manifestations. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons absolument pas être à la traîne de ce mouvement. Nous devons absolument appuyer toutes ces revendications qui tendent à libérer le peuple. Les islamistes entrent en scène. Parmi eux, Ali Belhadj, un jeune prof de collège, se fait remarquer. À la mosquée Kaboul, à Alger, ses prêches virulents attaquent le pouvoir et galvanisent les fidèles. Face à cette révolte, le gouvernement est paralysé. Le général Ben Yilles, ministre auprès de Chadli, réalise le fossé creusé entre la société et le pouvoir. Il va démissionner. Voilà, terrible. En tout cas, ces événements du 5 octobre 88, Nadir, je sais pas, évidemment, on en a tous entendu parler, on a tous connu, on connaît tous des gens qui ont vécu ces événements du 5 octobre 88. Et après, s'en est suivi évidemment ces années noires pour l'Algérie. Ouais, moi j'ai connu malheureusement cette situation très tôt, parce que j'ai des gens de ma famille qui ont été touchés par la suite de ces événements, les massacres. J'ai un cousin qui a été assassiné devant ses sœurs, un autre qui a été touché de plusieurs balles, qui s'en est sorti. Donc j'ai continué malheureusement pendant les événements à aller en Algérie voir la famille, et j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai entendu. Je me souviens très bien les allers-retours que je faisais entre Alger et Oran pour voir de la famille, où les médias et certains annonçaient des personnes qui étaient égorgées. J'ai le souvenir des militaires à chaque barrage qui nous braquaient, où il fallait allumer la veilleuse et donner son identité. J'ai encore ces regards-là, ces images-là. Jusqu'à maintenant, quand j'en parle, là j'en parle avec vous, je suis profondément touché, parce que c'est vrai que c'est une époque assez sombre pour les Algériens. Et quand on voit aujourd'hui l'Algérie, on se dit, malgré tout ça, il y a des choses, un peu comme en France, il y a des similitudes qui sont propres à la France, et notamment par rapport à nous, issus des quartiers populaires. Il y a des histoires qui ont des liens. C'est toujours le après, quoi. De voir que l'Algérie est toujours dans une situation assez difficile, malgré ses richesses, malgré son potentiel, sa jeunesse, beaucoup de choses. Je fais la comparaison avec les quartiers, avec la France. Et même si aujourd'hui c'est quand même, c'est une autre époque, mais on vit quand même une époque de terreur sur beaucoup d'aspects. Donc moi l'Algérie, ça me touche, parce que il y a eu beaucoup de morts quand même, il y a eu des souffrances, il y a eu des choses inimaginables. Tu parlais de printemps, je sais pas si c'était déjà un printemps, je pense pas. C'était un passage peut-être obligatoire, malheureusement. Après, le destin nous dira si ces événements-là ont permis d'avancer, mais c'est très compliqué, c'est toujours compliqué.
Nadia, c'est une période que tu as aussi, Ouais. connue, entendu parler, bien Oui, entendu. comme Vécu le dit aussi. Nadir, oui, c'est douloureux. Ces témoignages, ça nous renvoie effectivement à une période où moi personnellement, je suis allée en Algérie jusqu'en 90. Je crois que ça avait 6 ans à cette époque, et je n'y suis retournée qu'en 2006, moi. Enfin, pour ma part, 16 ans après. Parce que effectivement, on entend des histoires sordides. C'est une grande tragédie. C'est presque même le génocide d'un peuple qui s'entretue. Et puis effectivement, c'est ces fausses alertes à la bombe, c'est ces faux barrages. Parce que là, tu parles des vrais barrages de militaires comme ça qui essaient d'assurer entre guillemets la sécurité. Je dis bien entre guillemets parce que bon, on peut aussi parler de leur implication dans tout ça. Il y a eu aussi ces faux barrages où l'on pensait avoir affaire à des agents, on va dire, de sécurité. Et finalement, c'était les terroristes qui s'en prenaient à des gens véhiculés et des civils massacrés. Et encore aujourd'hui, tu vois, par exemple, moi quand je vais au Bled la dernière fois que j'y suis allée, en tout cas près de chez là où mes parents ont construit, il y a toujours ces barrages et on nous demande toujours d'allumer la lumière, quoi. Surtout il y a encore des réflexions. Exactement. Donc les traumas sont. De toute façon, les Algériens ont été traumatisés. Oui, voilà, et les traumas sont au encore plus là. profond d'eux-mêmes parce que on me disait, il y a quelqu'un qui me disait, on en est arrivé à un point, on n'avait plus confiance en sa propre famille. Oui, c'est ça. Oui, t'avais des familles qui étaient complètement divisées. T'avais celles qui soutenaient ce qu'on a accusé, qui était. Dans certains villages, il y a des gens qui se sont assassinés entre eux. Il y avait des rivalités. Ouais. Et puis quand c'est sombre comme ça, où beaucoup de gens se mêlent à ce genre de problème, c'est très difficile de savoir qui est qui. Et puis vous avez toujours des gens qui profitent de la situation pour régler des comptes aussi. C'est le propre des guerres. Mais quand là, c'est une guerre qui touche le peuple en lui-même et par lui-même, c'est des souffrances qui marquent à jamais. Pour cette période noire, l'Algérie était quand même bien seule, pour le coup. Ouais, bien seule. Mais c'était aussi. Ouais, mais là aussi, c'était aussi une volonté. Dit, Vous savez, on est tout. Je suis algérien. La fierté algérienne, on la connaît. Nous apportait souvent défaut, même souvent des problèmes. Mais je me souviens que la France avait lancé, voulait aider les Algériens, mais le peuple, les gouvernants à l'époque ne l'ont pas voulu parce que il y a cette volonté de tout gérer en interne. C'est très difficile parce que il y avait aussi l'historique avec la France, donc dire à des militaires français de venir ou à des politiques de venir en Algérie pour régler ça, c'était pas possible. Après, voilà, je parle des Algériens, mais on peut aussi parler des Syriens. Par exemple, moi j'ai des amies syriennes qui clairement sont contre une intervention étrangère. Elles sont contre l'ingérence et elles tiennent vraiment à ce que le problème syrien soit géré par le peuple syrien. Donc je sais pas si c'est vraiment lié à la fierté algérienne ou si c'est parce qu'on a peur qu'il y ait des débordements et que finalement une intervention étrangère viendrait amplifier, aggraver les choses. Enfin, on l'a vu. Après, c'est des réalités qui sont complètement différentes, mais on a vu ce qu'une intervention étrangère pouvait causer. En tous les cas, cette date ne pouvait pas, on pouvait pas passer à côté parce que c'est une date extrêmement importante qui a été peut-être un des tournants pour l'Algérie, ce fameux 5 octobre 88. Que beaucoup peut-être en nous écoutant là se rappellent et l'ont vécu peut-être avec une certaine émotion, je pense. Mais on n'en est pas vraiment sorti. Moi, je me souviens en 2006 quand je suis retournée au Bled. Il y a je suis dans la wilaya de Boumerdès et dans les hauteurs, on dit que c'est le QG on l'appelle le groupe, comment on appelle ça? Ils ont tout le temps des noms différents, le groupe armé. Le mot m'échappe, mais ceux qui auraient fait allégeance à Al-Qaïda, c'est ça, exactement. Et il y avait des avions, en tout cas des hélicoptères qui bombardaient au-dessus, donc on entendait quand même encore des coups. Il y a encore des attentats, c'est peut-être pas autant médiatisé, mais il y a encore des attentats en Algérie. Et aujourd'hui, si vous voulez, en tout cas ce qui revient de la part des autorités, en tout cas ceux qui essaient peut-être de faire entendre, de manifester aussi quelque part quand ils peuvent le faire, on nous sort toujours le même refrain, attention, on doit veiller à la stabilité du pays. Finalement, aujourd'hui, les Algériens sont l'otage de ça, finalement, parce qu'ils ne peuvent pas bouger, réclamer, et on va tout de suite accuser de vouloir commettre une certaine instabilité. Enfin, on voit quand même que l'armée algérienne, pour le coup, alors peut-être pas dans les années 90, mais là, pour le coup, heureusement que l'Algérie est une armée professionnelle, non? Je sais pas, je pose la question, mais... Voilà. Ah ouais, sur certains aspects, on peut remercier. Quand on regarde un peu les exemples des pays voisins,
Ouais, de ce point de vue-là, mais bon, après, il y a aussi des massacres qui ont été, commis par l'armée. Hein. Ouais. Dans les premiers temps, on le savait pas parce que c'était flou, c'était extrêmement violent. Mais après, avec le temps, on a appris qu'il y avait quand même des militaires et puis l'armée, les politiques s'étaient mêlés et puis eux aussi s'étaient permis de rentrer dans le conflit de façon, voilà. Alors, on va passer à autre chose dans ce zapping et on va aller aux États-Unis puisque Donald Trump, encore lui, au cœur de la critique lors d'un déplacement à Porto Rico. Découvrez pourquoi. Donald Trump essuie de nouvelles critiques. Cette fois, c'est pour son comportement hier à Porto Rico où il a lancé des rouleaux de papier absorbant aux sinistrés de l'ouragan Maria. La séquence tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup d'internautes, le geste est irrespectueux et plus proche de celui d'un basketteur que d'un président. C'est vrai qu'il y a des chercheurs ou des scientifiques qui ont dit qu'il était, il avait pas un état normal, un état mental normal, Donald Trump pour le coup. Il a même dit, à cause de vous, le budget va en prendre un coup, quoi. On se demande quand même si c'est sérieux parfois, mais pourtant ça ne l'est. Ce que j'allais dire, c'est risible. Ce qui est violent au-delà des images, moi j'ai vu un peu l'image, ça m'a fait rire sur le moment, mais bon, c'est vrai que moi j'aurais été là-bas, j'aurais renvoyé le sopalin en pleine figure. Mais c'est ses propos, quoi. Il a fait une comparaison avec les gens qui partaient de là-bas pour trouver une terre d'asile. Et il demandait à un de ces gars qui était à sa droite en lui disant voilà, c'est quoi les statistiques et combien de morts par rapport aux clandestins qui essaient de venir aux États-Unis. Et le mec lui répond 17. Et il dit 17 c'est pas grand chose par rapport à Katrina, tout ce qu'ont vécu les Américains. Vous pouvez contenter de ce chiffre, c'est pas grand chose et être même fier de ce chiffre. Bon, après on voit le niveau du gars, quoi. On est quand même habitué depuis quelques mois c'est violent, hein. À ses propos. Donc voilà, c'est très violent. Bon, on passe à autre chose. On va parler de l'Irak puisque son premier ministre a été Al-Labadi est à Paris pour s'assurer du soutien de la France. Rencontre à l'Elysée avec Emmanuel Macron. Le premier ministre irakien s'est félicité d'ailleurs du dernier développement militaire, la reconquête de la ville de Hawija dans le nord du pays. Le recul du groupe Daesh est synonyme de défis immenses pour l'Irak, avec la reconstruction de la stabilité, la coexistence des communautés. Et pour Emmanuel Macron, la France se doit d'être aux côtés des Irakiens. Seule la réconciliation nationale, la reconstruction et la stabilisation permettront d'assurer une paix durable. Et ce qui est devant nous, c'est non seulement de finir de gagner la guerre face à Daesh, mais c'est dans les prochains mois et les prochaines années de gagner la paix en Irak. Alors là, on peut quand même entrevoir que la France essaie de se positionner parce que, je vous apprends rien, après une guerre, il y a toujours de la reconstruction, des contrats à l'appui peut-être. Bien sûr. Hein? Oui. Nadir, non, on se trompe pas, surtout, on fait surtout des guerres pour préparer l'avenir en général. Hein. Ouais. Donc aujourd'hui, moi ce que j'aimerais bien voir par rapport à ces politiques-là et Macron, c'est surtout quand on veut engager notre armée dans des conflits comme ça, c'est vraiment des référendums. Est-ce que les Français souhaitent réellement être consultés? Absolument. Être consultés. Je pense que pour des guerres, il faut. Je pense qu'il faut demander l'avis des Français. Puis comme ça, on n'aura plus à se plaindre, à savoir est-ce que c'est légitime, pas légitime, est-ce que ça nous coûte pas, qu'est-ce qu'on fait là-bas. Je pense que ça, pour le coup, ce serait intéressant de demander aux Français leur avis. Pour ce genre d'intervention. En tout cas, le Premier ministre irakien s'adresse directement aux Kurdes et à leurs forces armées, les Peshmerga. Nous ne voulons pas de confrontation armée, nous ne voulons pas d'affrontement, nous ne voulons pas de heurts. Mais l'autorité fédérale doit prévaloir et personne ne peut porter atteinte aux autorités fédérales. J'appelle les Peshmerga à rester partie intégrante des forces irakiennes pour faire prévaloir la paix et la sécurité dans cette région. Voilà pour le Premier ministre irakien qui, je le rappelle, a été reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui lui a assuré du soutien de la France. Après avoir reçu Rihanna. Non mais c'est une farce, hein, vraiment. Hein, la politique aujourd'hui en France. Alors le Premier ministre, lui, il est parti en voyage. Il est en Tunisie. Édouard Philippe contribue au développement économique de cette jeune démocratie. Nous sommes voisins, nous affrontons les mêmes défis, affirme même Édouard Philippe, qui évoque ainsi l'attaque de dimanche à Marseille, commise par un ressortissant tunisien. Deux jeunes femmes avaient été tuées à coups de couteau. D'ailleurs, ce matin, les obsèques de Morane et de Laura dans leur village, ont beaucoup de chocs, bien entendu, on peut le comprendre. Tragique.
C'est tragique. On va faire un petit tour en Corrèze, puis dans le sud-ouest de la France. Pourquoi les terres de François Hollande et de Jacques Chirac d'ailleurs. Étape hier pour l'actuel président français Emmanuel Macron. Visite sur le site de l'équipementier automobile en difficulté GMS. Étape dont on retiendra avant tout quelques mots. Il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Voilà. Bon, ceux qui foutent le bordel. Donc, nouveau propos polémique du chef de l'État, Nadia. Je sais même pas réagir. Mais pourtant il faut. Je préfère donner le relais à Nadir parce que je risque d'être trash. Donc, super sympa. Je risque d'être trash. Est-ce que vous foutez le bordel, vous d'abord? Quand on revendique nos droits? Je sais pas, apparemment quand on crie un peu trop fort dans ce pays, Emmanuel Macron il considère qu'on fout le bordel quoi. Bien sûr. Oui, Nadir. C'est pas digne d'un président. Voilà. On attend autre chose d'un président de la République, notamment dans la situation dans laquelle les Français sont aujourd'hui. Les petites phrases, les petites photos, c'est bon quoi. On a passé ce moment-là. Aujourd'hui, on veut des réponses concrètes. C'est pas avec des postures comme ça qu'on va régler les problèmes aujourd'hui. Oui, on se fait insulter. Il parle de révolution est en marche. La révolution, non, et puis elle vient de nous. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir se soulever et refuser de se faire insulter comme ça. Non, c'est méprisant. Après, je pense qu'il est naturel dans son rôle. C'est quelqu'un qui est en fin de compte qui est en décalage avec les Français moyens. Donc il tient des propos qui lui sont propres. Voilà. Donc il n'y a pas d'étonnement. Après, le souci, c'est qu'il a vendu du rêve aux Français, en faisant croire qu'il était peut-être plus proche d'Hollande, et notamment par rapport aux difficultés et aux attentes des Français qui n'ont plus confiance en la politique aujourd'hui qui est menée par toute cette classe politique qu'on supporte depuis 40 ans et qu'on rendu la France dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Donc c'est toujours pareil, on attend autre chose, les Français votent quelque part pour un changement, même si c'était un peu particulier cette fois-ci. Mais voilà, il y a des urgences aujourd'hui qui nécessitent un autre discours et surtout des actions plus concrètes. Mais moi justement, je trouve qu'il est fidèle à lui-même, c'est-à-dire un homme de droite et de gauche. Le discours de gauche, effectivement, où il semblait être un petit peu dans la continuité de la politique d'Hollande, et en même temps de droite. Moi, quand je l'entends parler comme ça me rappelle un petit peu Sarkozy qui dit on va nettoyer cette cité au Karcher. On ne remarque la France que mais Valls c'est un homme de gauche, même si de droite. Mais voilà, moi il me rappelle plutôt Sarkozy, voilà, de manière assez spontanée. Je méprise le peuple, donc il sert la gauche et la droite. Finalement, il contente tous les Français dans ses réactions, dans cette petite phrase s'adressait probablement aux manifestants, aux salariés en colère, qui ne chercheraient pas suffisamment de travail, des propos qui déclenchent évidemment des réactions outrées dans la classe politique française de tous les côtés, c'est-à-dire de barrage contre le chef de l'État. Hugo Berlerissis est député de la France Insoumise. Déjà, je pense que l'expression pourrait être retournée contre son auteur. Honnêtement, ce qui fout le bordel dans le pays, c'est la suppression des emplois aidés comme c'est fait là maintenant. Ce qui fout le bordel dans le pays, c'est la hausse de la CSG. Ce qui fout le bordel dans le pays, c'est de diminuer les APL. Voilà ce qui fout le bordel dans le pays. Voilà, ça c'est pour le député de la France Insoumise ce matin chez nos confrères de RTL. Je peux vous en proposer une autre. Christian Jacob du Parti Les Républicains. À droite, Emmanuel Macron récidive en faisant preuve à nouveau d'un mépris de classe. C'est de l'arrogance. On a un président qui ne supporte pas la moindre contestation. Et il a dit des choses d'ailleurs encore plus violentes. C'est quand il dit que lorsqu'il est dans une gare, il y a ceux qui ont tout réussi, ceux qui ne sont rien. Ceux qui ne sont rien, mais quelle violence. C'est pas ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui ne sont rien. Ça, Christian Jacob. Le gouvernement a immédiatement tenté de minimiser l'affaire avant que son porte-parole l'assume le parler vrai du chef de l'État. Le président de la République a utilisé dans une conversation privée avec le président de la région Aquitaine un mot qui provoque le débat. Je pense qu'on peut aussi avoir l'objectif en politique, c'est le cas du porte-parole qui est devant vous, c'est aussi le cas d'Emmanuel Macron, d'arrêter la langue de bois et d'oser nommer les choses. Et voilà. Il fallait juste oser, tout simplement, pour Christophe Castaner, contraint de monter quand même une nouvelle fois au front. Il a tellement osé que c'était une conversation privée. Ah oui. Ah waouh, c'est grave. Alors, en tout cas, certains au gouvernement reconnaissent la nécessité de changer au plus vite l'image d'un Emmanuel Macron trop cassant et trop méprisant. Sachez d'ailleurs que selon nos informations, il devrait s'exprimer dans un grand média, probablement télé, d'ici 2 semaines. Voilà, donc pour Emmanuel Macron. Rien d'autre à dire sur cette sortie, nouvelle fois, une nouvelle, je sais pas si c'est une bourde d'ailleurs. Est-ce qu'on peut parler de bourde ou c'est intentionnel pour toi, Nadir, tiens? Non, mais on attend mieux.
franchement, il y a urgence en France. Donc, c'est des choses qui s'accumulent, mais qui sont décevantes parce que c'est pas des gens qui sont pas conscients, je pense, de la réalité du moment et des attentes des Français. Voilà. Donc lui, il est dans son jeu politique avec ses petites phrases, avec ses postures. Donc c'est contrôlé. Ouais, personnellement, moi, si je le rencontre, je serais peut-être aussi sans tabou et je lui dirais peut-être aussi les choses franchement. Je pense que ça lui déplairait. T'oublieras pas d'ouvrir ton micro. Ouais, bien sûr. C'est très important à dire. Ça pourrait nous servir. Parce qu'il y a vraiment urgence. Bon, d'ici qu'on peut déclencher un nouveau buzz grâce à toi. Hein. On sait jamais. Bon, on est dans le monde du buzz, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans un instant, messieurs, dames, Rimka, le rappeur français qui sera demain à l'Olympia, sera aussi en guise de clin d'œil chez nous par téléphone. Super. Voilà, on va le déranger entre deux répètes pour qu'il nous donne un petit peu l'aperçu de ce qui va se passer demain, même si on a une petite idée au travers de son nouvel album qui est sorti au mois de mars dernier, qui s'appelle Fantôme. Justement, Rimka, il parle beaucoup dans ses textes, dans ses chansons, de son Algérie, son pays d'origine, au travers notamment de son album solo, le premier album solo sorti en 2004. Il parle aussi pas mal de violences policières. Est-ce que c'est un artiste engagé? On en parlera rapidement avec lui. Et on lui demandera surtout ce qui va se passer demain à l'Olympia, dans cette salle mythique où sont passés les plus grands artistes du monde à l'Olympia. Dans un instant donc, à gagner aussi vos places pour l'Orchestre National de Barbès. Je vous les offre, c'est le festival Vite des Musiques du Monde qui vous les offre à l'occasion de son 20e anniversaire. Ça sera le 4 novembre, c'est pas tout de suite, mais il faut déjà s'y intéresser. Je vous offrirai... allez, 2 places chacun. 2 places, pardon, pour le gagnant du quiz LGF tout à l'heure. Et n'oubliez pas évidemment Libertad. Et on va parler bien sûr de Latifa Ebziaten dans un instant, puisqu'elle est au cœur d'un film qui est sorti hier. Coïncidence ou pas, en pleine semaine de l'ouverture du procès Mera. Tout de suite. LGF, merci d'être avec nous. Nadir Kaya est avec nous de Banlieue Plus, de Nadia Lazouni Show. Yes. Nadia Lazouni, bien sûr, que vous pouvez aller voir donc sur Speak Up Channel sur YouTube. Et la page Facebook. Et la page Facebook que nous vous recommandons de liker. Speak Up Channel d'ailleurs, vous allez être informés. De s'abonner à la chaîne YouTube. Voilà. Elle fait bien sa promo, hein. C'est parfait. Bon, dans un instant, on va recevoir Rimka. Juste le temps d'entamer notre petite discussion qu'on poursuivra peut-être au-delà de l'interview de Rimka. Vous parlez de cette dame, donc 5 ans après les tueries de Toulouse et Montauban, le procès de Mera s'est ouvert lundi dernier. Hasard du calendrier, il coïncide donc avec la sortie du film documentaire Latifa, le cœur au combat. Durant ces 5 années marquées par plusieurs autres attentats terroristes, le visage de Latifa Ebziaten est devenu maintenant familier pour les Français. La mère d'Imad Ebziaten qui a été assassinée, vous le savez, par Mohamed Merah, a arpenté à plusieurs reprises les différents plateaux des JT, récolté aussi plusieurs distinctions prestigieuses de la part du président François Hollande ou du secrétaire d'État américain John Kerry. Latifa Ebziaten reste malgré tout une personnalité énigmatique dont 2 réalisateurs donc ont tenté de dévoiler une partie du secret. Le film, qui s'étend sur environ 1h40, nous montre l'envers du décor, des voyages par dizaines, des entretiens avec des représentants diplomatiques ou des militants associatifs et surtout des interventions en milieu scolaire et carcéral. Et je vous propose tout simplement d'écouter la bande-annonce de ce film donc qui est sorti hier. Ça vous dit rien, Mera? Hein? Bien sûr, parce que ça fait 3 ans. Mohamed Merah, c'est celui qui a tué des enfants dans une école. Tout à fait. Il a tué mon fils. Il a tué mon fils froidement. Il y a un problème avec nos jeunes. Ils ont besoin d'aide. Moi, je ne suis pas une femme politicienne. Je suis une mère de famille qui a fondé cette association. Et chaque jeune qui a besoin d'aide, je l'aide. Il faut que je l'imprime et que je vois le haut et en bas. Et moi, je vois ça à l'éducation nationale. Je m'appelle Madame Ibn Ziaten Latifa. C'est pas un voile que je porte, monsieur dame, c'est un foulard. Un foulard, quand j'ai perdu mon fils, c'est le deuil. Est-ce que ça vous choque, le foulard? Non. Aujourd'hui, si on a peur, on n'avancera pas. Alors, il faut briser les barrières qu'on a à l'intérieur. Je sais que c'est pas facile pour les jeunes comme vous, mais il faut pas arrêter là. Il y a aussi ces gens de cité qui réussissent. Il faut garder l'espoir. D'accord. S'il y avait plus de gens comme vous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Merci beaucoup. On a toujours un moteur à l'intérieur de soi.
Et ce moteur, il n'y a personne qui peut le démarrer, à part vous-même. Vous pouvez réussir. Vous êtes la lumière. Accrochez-vous. Voilà, superbe film. Alors, juste en un mot, peut-être Nadir, tu l'as pas vu le film évidemment, mais qui est sorti hier. Il a beaucoup de choses à dire, Nadir. Non, je l'ai vu en avant-première. Hein. Ah, tu l'as vu? Non, ouais. Ouais. Donc alors? Ouais, Nadir. Non, t'avais des choses très intéressantes. Mais en off. Ouais, voilà. En on, mais ça donne quoi, Nadir? Tu peux? Non, mais ce que je voulais dire, c'est que moi je la trouve très très courageuse. Après, on va pas se mettre à sa place. Perdre un enfant, c'est quelque chose d'horrible. Moi, je suis père de famille, donc je peux comprendre un peu la chose. C'est une femme courageuse. Ce qui me désole dans cette histoire-là, c'est l'utilisation qui est faite. Quand on voit un petit peu le staff qu'il y a derrière, les financements qu'il y a derrière, on voit bien que politiquement, cette souffrance, cette détresse, elle est servie et utilisée pour stigmatiser toujours les mêmes, les citoyens de confession musulmane, les musulmans. Il faut pas être naïf. Donc moi je lui en voudrais jamais à cette dame-là. Je l'ai jamais rencontrée. Si j'ai l'occasion de la rencontrer, je lui donnerai mon respect et je la féliciterai pour son travail. Mais moi c'est aux politiques, il y a tout ce qu'il y a derrière, parce que on se souvient de ces images où elle avait dû se justifier à l'Assemblée nationale, quoi. C'était terrible. Oui, ou devant des jeunes socialistes qui lui demandaient de retirer son voile. Donc malgré tout, aujourd'hui, son combat, je sais pas s'il va servir vraiment à ce qu'elle souhaite faire, c'est-à-dire partager le vivre ensemble, dépasser un peu les haines des uns et des autres, ce qui est louable, on le souhaite tous. Mais quand on voit le jeu politique aujourd'hui, le hasard n'existe pas. Les financements qui accompagnent cette dame sont pervers parce qu'il y a une volonté de stigmatiser toujours les mêmes. Je vais pas me répéter, mais je suis désolé de te couper, Nadir. On va en reparler dans un instant. Pas de souci. Parce qu'on a attrapé Rimka comme ça entre deux répètes à la veille de son concert à l'Olympia. Salut Rimka. Bonsoir la famille, ça va? Ça va et toi Rimka? Salut, franchement Rimka. je suis content de te recevoir rapidement. D'abord désolé de te déranger en pleine répète, mais voilà, c'était important de t'avoir en guise de clin d'œil. Très gentil. Rimka, quand même, l'Olympia, c'est pas n'importe quelle salle quand même. Franchement, t'as fait fort là. Hein. Ouais, je suis très fier. Franchement, c'est une super salle. Pour moi, c'est l'une des plus belles de Paris. Et d'être passé après des artistes mythiques français. Moi, jeune beurre issu de l'immigration, c'est une fierté pour moi. Ouais. Rimka, l'album est sorti au mois de mars. Il marche d'ailleurs très bien. On peut dire que ça fait quasiment 23 ans de carrière. Ça a commencé en 94 pour toi avec le fameux 113, le numéro de ton bâtiment à Vitry-sur-Seine. C'est ça, c'était un rêve de gosse. On a commencé ça, on avait il y a 23 ans de ça, et on était des gamins qui rêvaient de devenir des musiciens et de devenir des artistes reconnus. Et voilà, avec du travail et aussi le Mektoub, on va pas se mentir, on a réussi à faire des belles choses. Et ce soir, demain soir, je vais fêter 20 ans de carrière à l'Olympia et c'est une très grande fierté pour moi. Est-ce qu'on peut dire qu'à la veille de tes 40 ans, et oui, tu vieillis aussi comme nous, c'est l'album de la maturité, Rimka, pour toi? Je pense que oui, parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, notamment le fait d'avoir eu des enfants, de m'être marié, d'avoir pris un peu de recul avec la musique pendant cette période-là. Il y a beaucoup de remises en question et là c'est vraiment l'album de la maturité où je pense comme un père de famille et pas seulement comme un artiste. Rimka, je sais qu'on a dû te la poser 100 fois cette question, mais demain qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être une espèce de rétrospective de tes 20 ans de carrière et tes plus grands succès que tu vas nous interpréter, parce qu'on sera là nous, hein? Je pense que c'est un spectacle, c'est une histoire que je vais raconter demain et qui va retracer 20 ans de carrière et avec des anecdotes, avec des moments d'émotion, des moments de fête. Et j'invite tout le monde à venir, ça va être vraiment très 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 lourd. C'est à l'Olympia. Est-ce que tu peux juste nous dire, je sais que tu auras beaucoup d'invités sur scène, au moins un nom. Allez, donne-nous un nom. Un nom, la princesse du rail,
Ah, voilà. Très bien, je vois. Très bien. Donc voilà, chez Bazawania, il y aura beaucoup d'artistes, cadres japonais, etc. Tout le monde sera là demain. Tous les artistes rail du moment seront aussi présents, bien évidemment, avec moi. Il y aura tes potos du 113, évidemment. Bien évidemment. Ah, super. Les potos du 113. Bon, voilà. Tonton du Bled, on ira le droit, Rimka, rassure-nous. Ben, si je le fais pas, j'ai peur que le public m'attende à la sortie, donc j'ai intérêt à le faire. Moi, je veux entendre les princes de la ville. Ah, les princes de la ville aussi, oui. C'est pas mal ça, oui. Je fais vraiment une rétrospective de mes 20 ans de carrière. Ces morceaux-là, ils ont une place très importante, donc je suis vraiment obligé de les faire. Et d'ailleurs, on a prévu des petites surprises là-dessus et ça va être grand. Voilà. Et on a hâte d'y être, hein, Rimka. En tout cas, je tenais à te saluer et un petit clin d'œil et te remercier. Désolé de t'avoir dérangé pendant tes répètes, mais voilà, c'était important de t'avoir. Merci à vous. Gros bisous à tous les auditeurs, France Maghreb, toute la famille, tous ceux qui sont là. Et à demain, Rimka. À demain à l'Olympia. Bon courage. Demain à l'Olympia. Ciao. Yeah. Voilà. Ah ben voilà, c'est cool. Voilà, on l'a eu. C'est vrai que ça a été difficile, hein, parce que il était en pleine répète. Voilà. Bon, on a fait forcing et on l'a eu. En tout cas, il sera donc demain à l'Olympia, l'ami Rimka. Juste tiens, pour peut-être découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas Rimka, il y en a peut-être encore, hein, peut-être encore. Quelques extraits de son album qui est sorti donc au mois de mars dernier. Donc je disais tout à l'heure, l'album Fantôme. Apparemment, d'après ce qu'il nous dit, l'album de la maturité. Quelques extraits rapidement avant de reparler évidemment de Latifa Ibziaten. Voilà, l'Orchestre National de Barbès qui seront donc à l'occasion du 20e anniversaire du festival Ville des Musiques du Monde le 4 novembre prochain au Blanc-Ménil pour ce concert. Donc je vous offre 2 places pour ce concert du 4 novembre prochain aux 2 pièces cuisine. C'est une salle très sympathique du côté du Blanc-Ménil dans le 93. Eh bien, vous nous appelez maintenant, il reste une place, hein, 01 40 33 9000 si vous souhaitez gagner vos places. C'est tout simple, vous allez voir, c'est aussi simple qu'un jeu du quiz du LGF pour gagner vos places pour aller donc le 4 novembre prochain au Blanc-Ménil pour gagner vos places pour aller voir donc l'Orchestre National de Barbès. Vous êtes plutôt musique d'ailleurs ou pas, Nadia et Nadia? Quand je fais le ménage, j'aime bien mettre de la musique pour activer, mais autrement j'en ai. Donc Nadia fait le ménage déjà, c'est rassurant. C'est rassurant. Voilà, c'est juste à cette occasion-là ou en voiture, sinon j'écoute pas spécialement de musique. Nadia, t'es musique ou pas toi? Ouais, sans plus. Il y a des musiques que j'aime bien entendre, écouter, mais sans plus, je suis pas un mélomane quoi. Bon, très bien. Alors on va voir si Mohamed va gagner ce soir. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Bonsoir Mohamed. Tu nous appelles d'où Mohamed? Je t'appelle de la route, je suis du Nord, moi, je suis de Lille. Ah, très bien. Et donc de passage en région parisienne, donc. Ouais, voilà, tous les jours. Tous les jours. Bon, alors, on va la faire très simple pour toi, mon ami Mohamed. Donc 2 places au Blanc-Ménil pour le 4 novembre prochain. Je vais poser une dizaine de questions. Alors, tu vas pouvoir te faire aider avec Nadia et Nadir, hein, qui pourront aussi répondre aux questions. Pour t'aider en tout cas, s'ils connaissent ta réponse bien sûr. Et le but du jeu, c'est d'avoir la moyenne. Sur les 10 questions, il faut avoir au moins 5 bonnes réponses, d'accord? Pourquoi j'ai pas d'adversaire aujourd'hui? Bah non, écoute, tranquille, on va se la faire comme ça. C'est toi ton propre adversaire, voilà. Allez, vas-y. Allez, c'est bon, tranquille, on y va. Nadia, on peut aider notre ami Mohamed, hein. On y va, je déclenche le chrono. Première question. Quelle est la préfecture de la Haute-Corse? De la Haute-Corse, Ajaccio, je dirais. Bastia. Toi tu dis Ajaccio, Nadia dit Bastia, tu dis quoi? Bastia. Bastia? Je prends Bastia? Je prends Bastia, ouais. Ok. Quel est l'appareil qui sert à mesurer le taux d'alcoolémie dans le sang? Un éthylomètre. Non. Éthylotest. Très bien. Quel est le film dans lequel Louane... non, pardon, je répète ma question. Pour quel film la petite Louane a-t-elle reçu le César du meilleur espoir féminin? Quel est ce film? Alors aidez-nous. Ouais, je cherche. Louane. Je passe. Ouais. Quel est le nom de l'échelle qui sert à mesurer un séisme, la magnitude d'un séisme? Comment ça s'appelle? Richter. Que récolte un paludier? Un quoi? Un paludier. Oh là. Elles sont pas faciles. Aidez-nous. Bon. Ouais. Quelle est la chanteuse qui est surnommée Gillo? Jennifer Lopez. Je passe. Ouais. Selon le proverbe, par quoi commence la charité? Bien ordonné. Commence par soi-même. Que tient la statue de la liberté dans sa main droite? Une flamme.
Dans quel sport Brahim Joubert évolue-t-il? Un livre en dessous. Dans quel sport Brahim Joubert évolue-t-il? Aucune idée. L'escrime. D'accord. Et dans quel film de Claude Berry le chanteur Renaud a-t-il tourné? Ah merde. Les questions. Bon, alors, on va faire le total, je pense que c'est bon quand même, Mohamed, ça va le faire. Quelle est la préfecture de la Haute-Corse? Heureusement que notre ami Nadia était là, puisque c'était Bastia. Voilà. Quel est l'appareil qui sert à mesurer l'alcool dans le sang? C'est pas un éthylomètre, c'est un éthylotest. Mais bon, je pense que Nadia a bien répondu. Pour quel film Louane a-t-elle reçu le César du meilleur espoir féminin? Bah, la famille Bélier, voyons. Ça vous dit rien? Culture cinématographique. Quel est le nom de l'échelle qui sert à mesurer la magnitude d'un séisme? C'est évidemment Richter. Bonne réponse de Nadir et Nadia. Que récolte un paludier? Vous le savez pas ça? Du sel. Eh ouais. Quelle chanteuse est surnommée Gillo? Évidemment Jennifer Lopez. Selon le proverbe, par quoi commence la charité? Évidemment, vous avez bien répondu Nadia et Nadir. Que tient la statue de la liberté dans sa main droite? Vous m'avez dit quoi? Une flamme ou une torche, et puis elle a une main, un flambeau, un livre aussi, un flambeau et un livre à la main gauche, effectivement. Dans quel sport Brahim Joubert évolue-t-il? Bah, c'est quand même, vous savez pas ça? Hand, non? Mais non, le patinage. Voyons. Et donc, dans quel film de Claude Berry le chanteur Renaud a-t-il joué? C'est Germinal. Germinal, oulala, c'est bah voilà. Bon allez Mohamed, c'est cadeau, c'est gagné. Mohamed, c'est bon. C'est bon, grâce à Nadia et Nadir, tu vas pouvoir aller à l'Orchestre National de Barbès le 4 novembre prochain au Blanc-Ménil, d'accord? D'accord, ça marche. Eh ben écoute, bravo à toi en tout cas, tu ne quittes pas, je prends tes coordonnées. Dans un instant, Nadia, le moment que j'aime bien dans cette émission, Nadia. Il s'appelle Libertad. En fait, je donne la possibilité aux gens de nous appeler. Je ne sais pas qui ils sont, ni ce qu'ils vont nous dire. Je prends le risque de les prendre à l'antenne et ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent. Attention, ils t'ont peut-être écouté Nadir. Ils vont peut-être t'engueuler, je ne sais pas. Affaire à suivre, Libertad, dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Nadir Kaya et Nadia Lazouni sont avec nous. Et Nadir va ainsi découvrir maintenant le Libertad, la liberté d'expression, à son maximum tous les jours dans cette émission. Pour terminer, j'ai envie de dire au 01 40 33 9000. Je ne sais pas qui va nous appeler, ni ce qu'ils vont nous dire. On va découvrir cela ensemble. Ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent. Voilà, c'est Total Libertad. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô. Oui, prénom et ville d'appel. Ouais, c'est Mohamed d'Orléans. Salut Mohamed, on t'écoute. Ouais, Christophe, je voulais parler par rapport à ce qui se passe au Maroc, au RIF. Oui, au RIF, oui. Je voulais bien qu'un jour, ça va faire avant. Allez, bah écoute, tu fais bien d'en parler. La semaine prochaine, normalement, notre ami Youssef Brakni, qui est un peu calé sur le sujet, sera avec nous. Et on profitera de sa venue pour en parler. Ok, bah merci beaucoup. Salut Mohamed. Au revoir. La fréquence Orléans, 102.6, bien sûr. Merci beaucoup. 01 40 33 9000. Si t'as un truc à dire, c'est maintenant qu'il faut appeler la radio. Si tu veux interpeller Nadia, réagir sur sa déclaration d'amour, magnifique tout à l'heure, eh bien, vous pouvez appeler, bien sûr. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Mehdi de Melun. Salut Mehdi de Melun. Ça va? Ouais, tranquille, et toi, on t'écoute, Mehdi. Je lance un grand coup de gueule, faut boycotter toutes les émissions d'information là, à la radio. Et écoutez que le LGF, parce qu'il y a beaucoup qui disent la vérité. Merci Mehdi. Franchement, tu rappelles quand tu veux. Pour d'une compagnie à la poubelle. Alors que je te jure, je les écoutais dès le matin à 6h, hein, mais je les boycotte. Et t'écoutes quoi à la place maintenant? Ah, attends, je suis obligé de patienter le soir jusqu'à que ça arrive. Merci Mehdi, en tout cas, merci mon pote, à bientôt. Bon courage. Ciao, ciao, à bientôt. Wow, c'est bien ça. Bon, 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous appeler, faites comme Mehdi, hein, je suis preneur, si vous êtes, voilà, n'hésitez pas. 01 40 33 9000, où que vous soyez, de Melun, en passant par Orléans, Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Metz, Reims, Amiens, Le Havre, Paris, partout ailleurs en France, au travers de l'application d'ailleurs que je vous invite à télécharger si ce n'est pas déjà fait sur votre smartphone. C'est l'application France Maghreb 2. Allô, bonsoir. Oui, mon cher Christophe. Bonsoir. Karim. Bonsoir Karim. Ça va mon ami? Oui, on t'écoute Karim, qu'est-ce qui se passe? C'est à moi? Oui, bah oui, t'es en direct. Moi, tu voyez, je décroche en direct. Je sais pas, j'entends parler quelqu'un dans mon iPhone, c'est pour ça. Non, je sais pas. Non, à mon avis, là, c'est la vieillesse, mon ami Karim. Allô? Oui, oui. Si t'entends des voix, là, ça devient grave quand même.
Oh bah tu sais, moi j'ai l'âge d'un marre, mon pauvre. Alors on t'écoute. Alors deux choses très très rapides. Hein. Oui. La première chose, je voudrais que les gens remarquent à la télévision que quand c'est quelqu'un qui prend une arme et qui flingue 50 ou 3 ou 20 personnes, si c'est pas un musulman, c'est pas un terroriste. Il faut que l'assassin soit musulman pour que ça soit un attentat, un terroriste. Si c'est pas un musulman, comme par hasard, on ne parle plus de terrorisme. Donc ça c'est la première chose. Remarquez bien qu'on ne parle jamais de terrorisme quand c'est pas un musulman qui tient l'arme. Et la deuxième chose que je voudrais, moi, c'est que le gouvernement algérien, il ait le courage de la Catalogne et qu'il ose poser la question de l'indépendance de la Kabylie. C'est un peuple qui Karim, tu veux foutre le feu à la radio ou quoi là? T'es un fou, toi. Non, mais écoute, depuis 1966, les Kabyles demandent un référendum. Ça veut pas dire que le oui l'emportera. Les Kabyles, voilà, qui les Kabyles? Un parti, un groupe Le MAC. Une certaine catégorie. Parce que les Kabyles sont bien lotis aussi au sein du gouvernement algérien. Enfin, ils sont pas le Premier ministre est Kabyle, d'ailleurs. Il y a rien. Non, mais pourquoi, je comprends, pourquoi ça choque, cette question? Ah non, ça choque pas. Non, mais c'est quand vous dites les Kabyles, enfin voilà, vous faites. C'est l'indépendance de la Kabylie. Moi, je parle de l'indépendance de la Kabylie, oui. Bon, question posée, Karim. C'est Libertad. Écoute, t'as le droit. Voilà. Merci, Karim. Ciao. 01 40 33 9000. Oui. Bon, on n'a plus le temps, me dit-on. Dommage. Il est précisément 18h, donc faut que je rende l'antenne, sinon je vais me faire engueuler. Et en ce moment, on m'engueule souvent. Bon, Nadia Lazouni, merci beaucoup. Merci à toi, Christophe. Nadir. Bon, t'es chez toi, mon gamin. Ouais. Bienvenue. Bienvenue. Très sympa. On t'a fait ton petit bisoutage avec Nadia. Oui. Voilà. Et on se retrouve sur Speak Up Channel pour retrouver toutes les émissions du Nadia Lazouni Show. Elle n'en manque pas une pour faire sa pub. Eh ben non. Évidemment. Et www.banlieuplusfr aussi .fr pour ce qui est de Nadir, bien sûr. Demain, le Marseillais Mourad Goual sera avec nous entre 16h et 18h. Excellente soirée. Dans un instant, la bonne humeur se poursuit sur France Maghreb 2 puisque Medjahed arrive forcément pour jouer et faire gagner des cadeaux. Marine Garel, bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Ce midi, 2 hommes ont été victimes de tirs à la cité de la Grande Borne à Grigny dans l'Essonne. Il s'agit de 2 frères âgés de 27 et de 30 ans. L'un d'eux est décédé, l'autre a été grièvement blessé. Les 2 hommes sont connus de la police pour des affaires de stupéfiants. C'est un homme à vélo qui leur aurait tiré dessus. Poursuivi par des habitants, le tireur a été rattrapé. Les policiers ont pu l'appréhender alors que des riverains le frappaient. Des bouteilles d'essence et un dispositif d'allumage rudimentaire ont été découverts sous un camion de la société Lafarge, près de la porte de Pantin dans le 19e arrondissement de Paris aujourd'hui. Il est trop tôt pour savoir si le dispositif aurait fonctionné. Le 2e district de la police judiciaire de Paris a été saisi de l'enquête. Après plusieurs jours de crise, le bout du tunnel, le patronat, les syndicats du secteur ainsi que le gouvernement sont tombés d'accord au sujet de la rémunération des chauffeurs qui étaient menacés pour partie par la réforme du Code du travail. Cette entente tripartite annoncée par plusieurs organisations syndicales et confirmée par une fédération d'employeurs garantit le maintien des diverses primes, des frais de déplacement ou encore du 13e mois dans le transport interurbain de voyageurs. Elle intervient après le mouvement social menée la semaine passée par la CGT et Force ouvrière. La mère de l'une des 2 victimes de l'attaque au couteau à la gare Saint-Charles à Marseille a tenu à délivrer un message d'amour et de paix ce matin lors des obsèques des 2 jeunes cousines tuées dimanche. Le président de la région de Catalogne a demandé une médiation internationale pour sortir de la crise. La proposition a été immédiatement balayée par Madrid. La Catalogne pourrait déclarer son indépendance lundi. Le prix Nobel de littérature a été attribué à l'écrivain britannique Kazuo Ishiguro, notamment connu pour ses romans Les Vestiges du jour et Auprès de moi toujours, adaptés au cinéma. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb